Bouche à bouche. Ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche. Un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Joseph. Bonjour Gauthier. Alors j'ose te demander dans cette période un peu particulière si tu vas bien. Je le fais toujours, donc je vois pas pourquoi je le ferais pas. Ça va? Bah écoute, ça peut aller, oui, je suis comme tout le monde, je suis dans l'attente que ça se termine. On a l'impression comme ça d'être un peu au purgatoire. On sait pas à quelle sauce on va être mangé. Oui, tout à fait. Et ben pour commencer, ça va nous sortir un peu de ce qu'on vit quotidiennement. Je vais te demander de définir, on fait comme si tout était normal, on reste dans le concept du podcast. J'essaye, je me conditionne. Oui. Parfait. Je vais te demander de me donner ta définition du mot enthousiasme. Ah, enthousiasme. Bah écoute, je me suis fait pour mission dans la vie d'être toujours vif et joyeux. J'espère que je vais y arriver jusqu'à la fin. Je viens de passer la quarantaine. Pour l'instant, ça va. C'est une règle de conduite, l'enthousiasme, la curiosité pour la vie, les choses, les êtres, jamais m'ennuyer. Je trouve qu'il n'y a rien de pire finalement que... alors il y a l'ennui bien sûr qui nous fait voyager, qui nous nourrit, mais il y a aussi l'ennui morbide, cet ennui qui fait qu'on est gavé de tout, qu'on ne peut plus supporter finalement de rencontrer les gens, de découvrir sans cesse de nouvelles choses. Et pour moi la vie c'est précisément ça, la curiosité, l'enthousiasme. Le jour où ça nous quitte, je crois qu'on est triste, malheureux et qu'on meurt un peu finalement. Bien sûr. Donc du coup c'est un mot que tu chéris quoi, l'enthousiasme pour toi c'est... Tu l'as bien choisi pour moi, l'enthousiasme, la curiosité, le désir, c'est vraiment ce qui nous fait et ce qui nous fait en tant qu'humain, en tant qu'être désirant, être du côté de la vie quoi. Bien sûr. Et ben en plus, ce qui est intéressant, c'est que donc ça a conclu l'épisode d'avant et je leur demandais de définir quelle était leur vision de l'avenir. Et à l'époque, on n'était pas dans cette situation de confinement et je trouve ça assez juste même dans cette période-là de rester enthousiaste quant à l'avenir quoi, quant à ce qui on sait pas qu'est-ce que ça nous réserve, mais en tout cas on espère et on a l'enthousiasme d'en sortir grandi quoi, j'espère quoi. Et oui, je te coupe, excuse-moi, mais du coup toi tu es artiste parce que tu es auteur, et est-ce que tu fais également de la mise en scène? J'étais pas sûr. Oui, j'ai fait de la mise en scène, mais je suis surtout effectivement auteur d'essais psychanalytiques, de pièces de théâtre et de romans depuis peu, puisque mon premier roman est sorti en janvier et s'appelle La Traversée des mensonges, aux éditions En Volume, oui. Super. Et comment tu vis toi cette période est-ce que cette période d'isolement, c'est pas le terme exact c'est confinement, voilà. Toi tu le vis comment en tant qu'humain, plus qu'en tant qu'artiste, puisque ça touche tout le monde quoi. Je suis moi toujours en train de créer. C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est une vraie maladie. Hein. Je pense que je pourrais jamais m'arrêter. Je pense que il y a que la mort qui va m'arrêter. Chaque année, je me promets de prendre une année sabbatique, de m'arrêter, de penser un peu à moi. Et chaque année, je me retrouve dans des 4 livres à la fois. Tu vois, c'est à peu près ce que je fais là actuellement. Des pièces de théâtre, des projets de romans, des projets de manifestations. C'est un mal et un bien. Hein. C'est un bien parce que ça me permet d'être en vie, de me lever le matin, d'avoir une raison de vivre et une raison de
voilà, de me mettre debout, quoi. Et un mal aussi parce que je suis de ces gens qui savent pas m'arrêter, savent pas me reposer, savent pas bien respirer peut-être. Voilà, j'ai un problème avec ma respiration, c'est que je respire peut-être trop vite. On parle beaucoup en ce moment du coronavirus et des maladies respiratoires, et je pense qu'il y a cette respiration aussi, peut-être dans l'urgence de vivre, dans la peur de mourir aussi peut-être, hein. Il y a cette envie de créer là, tout de suite et maintenant, de ne pas attendre. Bon, c'est une maladie, mais je me soigne. Bien sûr. Et tu es également psy. J'aimerais bien que tu me donnes la différence entre, alors ça va te sembler très bête, mais entre psychiatre et psychologue. Parce que c'est un truc qui à chaque fois... Le psychiatre, c'est celui qui prescrit des médicaments, qui est médecin, hein, voilà, et donc qui peut être tout à fait psychanalyste, comme un psychologue. Et un psychologue clinicien, il a fait 5 années d'études universitaires. En l'occurrence, moi j'en ai fait 6 parce que j'ai un diplôme universitaire de psychotraumatologie. J'ai fait une analyse personnelle et je fais partie d'une association psychanalytique. Donc à ce titre, je suis psychologue, psychanalyste. Très bien. Et est-ce que tu arrives à associer les deux? Est-ce qu'il y a eu une chose qui a été en avant en termes de carrière? Je veux dire, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est venu avant? Ou est-ce que tu t'es dit, je vais être psy, puis après l'artistique est venu, ou tout était mélangé? Est-ce qu'il y a eu une ou l'autre qui était avant l'autre? Non, moi je suis d'origine corse, je suis arrivé à Paris quand j'avais 18 ans, je venais d'avoir mon bac et je voulais être journaliste à l'époque. On était en pleine époque des startups, donc j'ai commencé avec la Théâtrothèque, toute la télé.com, qui étaient à l'époque des petites sociétés et qui sont devenues des sites de référence en matière d'actualité théâtrale, actualité télévisuelle. Mais au début c'était tout petit, je savais même pas ce qu'était une attachée de presse. Je savais à peine ce qu'était le théâtre, je dirais, public, privé, voilà. Et j'ai commencé comme ça, avec la Théâtrothèque, à frapper aux portes des attachés de presse pour avoir des invitations du théâtre et pour faire des articles. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on a monté Théâtral Magazine avec Hélène Chevrier bien plus tard, hein, des années après, 6 ans plus tard, et que j'ai commencé à voir des milliers de pièces de théâtre, couvrir des dizaines de festivals d'Avignon, et tout ça finalement, et interviewer des centaines de personnalités de la télévision. Ça a commencé comme ça pour moi. Après, j'ai accédé à l'écriture de théâtre, et puis ensuite... j'ai eu envie d'aller plus loin et de faire une psychanalyse et de devenir soignant et d'être à l'écoute justement de la souffrance. Mais c'est venu progressivement. Je dirais que d'abord il y a eu cette curiosité, cet enthousiasme pour les choses. Ensuite il y a eu l'écriture et ensuite il y a eu la psychanalyse. D'accord. Ah, c'est fou parce que ouais, souvent, enfin, c'était pas le chemin que je m'étais fait. Je pensais que c'était l'inverse, mais c'est un truc parce qu'on se dit c'est des études sérieuses, quoi, la psychanalyse, et qu'on fait ça jeune et après on se permet de divaguer sur les arts. Mais toi, ça a été le processus inverse. C'est intéressant. Et est-ce que maintenant que tu fais de la psychanalyse, est-ce que tu as encore envie de retourner au théâtre, ou est-ce que tu trouves ça un peu plus futile puisque tu vois des vrais cas avec des vrais problèmes, quoi? Plus que jamais, et justement ça m'a pas guéri, et je suis très content que ça m'ait pas guéri. Je suis toujours aussi malade, je suis très content. Je suis fier et je suis heureux finalement de faire partie des malades et pas de ceux qui guérissent à tout prix. Je n'aime pas le mot guérison. J'estime qu'on guérit qu'au moment où on meurt, et que pour l'instant c'est bien d'assumer aussi son envie de créativité, son manque, ses failles, sa fragilité. Et le théâtre, l'écriture, ça permet ça. Donc je m'identifie beaucoup plus en tant qu'écrivain malade qu'en tant que soignant guéri. Très bien. Et tu trouves tes sources d'inspiration, elles sont multiples, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses qui te hantent et qui t'habitent tous les jours et qu'il faut sortir à l'écriture? Et en fait, à chaque fois que j'écris un essai psychanalytique, j'ai l'impression de l'avoir en latence depuis environ 100 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette sensation que, quelque part, ce que je fais en ce moment
Je le fais maintenant parce que longtemps j'ai pas eu cette chance de le faire. Longtemps j'ai pas eu d'éditeur, longtemps j'ai pas eu une couverture médiatique, longtemps j'ai pas eu des comédiens qui mettaient en scène mes textes, et longtemps j'étais tout seul dans ma chambre de bonne de la rue Renka ou de la rue Vavin, étudiant, à attendre finalement à faire des papiers pour les autres, à faire ses chroniques théâtrales, à interviewer ces gens de la télé, du showbiz, des paillettes, et de rêver un peu peut-être un jour de devenir quelqu'un. Et puis d'un seul coup, ça a pu se libérer parce que j'ai trouvé un éditeur, parce que de fil en aiguille, j'ai pu m'exprimer moi-même. Et alors, toutes ces idées en latence ont pu devenir réalité. Donc, j'avais envie d'écrire un livre sur la mort, j'ai écrit un livre sur la mort. Je suis en train d'écrire un livre sur l'amour, sur le polyamour, avec une bisexuelle polyamoureuse féministe, Meta Chiteya. J'ai pu le faire. J'ai eu envie d'écrire un livre sur Dalida et sur Gainsbourg, qui sont deux personnalités qui m'habitent depuis longtemps. J'ai pu le faire. Là, actuellement, j'ai un projet d'écrire un livre sur les tueurs en série. Je suis en train de le faire. Alors que ça fait longtemps que je m'y intéresse. La psychopathie, la perversion, c'est vraiment quelque chose qui me fascine et qui m'intéresse depuis plusieurs années. Donc, tous ces livres et tous ces projets que je suis en train de faire aujourd'hui, ce sont des projets qui datent d'il y a très longtemps et que je suis enfin capable aujourd'hui de porter. Parce que tu as le dispositif qui te le permet, quoi. C'est exactement ça. C'est un dispositif que j'ai mis beaucoup de temps à avoir, à construire. Et aujourd'hui, je l'ai et je m'en donne à cœur joie. Et peut-être dans cette précipitation, parce que quelque part, j'ai envie de enfin pouvoir créer ce que j'ai déjà pensé, ce que j'ai déjà investigué quoi, depuis des années. C'est assez mûr, quoi. Tu as eu le temps de réfléchir. Et est-ce que tu as plus dans l'acte d'écrire, est-ce que c'est quelque chose que tu t'obliges à faire tous les jours, ou est-ce que c'est plutôt par session? Comment tu... Mais je reprends l'idée d'être malade, c'est dramatique parce que l'écriture, elle me demande d'écrire, et moi qu'est-ce que j'aimerais ne pas devoir écrire de temps en temps. Ça me ferait tellement plaisir de poser mon stylo et de m'arrêter quoi. Et je ne peux pas le faire, c'est-à-dire que malheureusement mes proches en savent quelque chose. Ma fille de 11 ans me dit mais papa, pourquoi tu écris là comme ça? Et parce que j'ai ce projet et que je dois le faire, je suis capable de travailler des nuits, des jours entiers. Vous savez, je pense que les artistes, Gauthier, vous devez le savoir aussi, je pense que quand on est artiste, quand on a envie de faire quelque chose, quand on a une idée en tête, eh bien, rien ne peut nous arrêter. Et je pense que c'est ça, je pense que tu sais, je pense que tous les artistes le savent. On a faim finalement en tant qu'artiste de cette créativité, et on en a besoin. Oui, bien sûr. Non, c'est vrai que ça peut être presque maladif, comme tu dis. Il y a des choses, des fois, où ça devient un peu violent, quoi. Mais est-ce que là, actuellement, donc, parce que tu es quand même toujours psychologue? Oui, absolument. Alors moi, j'ai 40 patients par semaine. Donc, la plupart du temps, je pense aux autres. Et je les mets... Alors, psychologue, je dis souvent que c'est vraiment l'art et la manière de faire passer l'autre pour la personne la plus importante au monde pendant 45 minutes, en fait. Lui donner vraiment cette impression. Mais je crois que pour lui donner cette impression, il faut aussi y croire soi-même. C'est-à-dire penser vraiment que la personne qui nous parle, elle détient une vérité essentielle à notre édifice psychique personnel, à notre vie, et l'écouter comme on écouterait vraiment la voix d'un oracle, quoi. Quelque chose de... C'est très important, donner de l'importance à l'autre. Je pense que c'est un métier... La société, elle donne parfois... Elle met l'autre en difficulté, elle met la personne humaine en difficulté. Parce que c'est très difficile d'exister dans notre société, parce qu'on nous demande toujours plus, parce que parfois on se sent isolé, on se sent extrêmement esseulé et insécurisé. Et je pense que les cabinets de psychanalystes, c'est aussi là où on se retrouve en tant que personne humaine digne, et où on a une écoute active qui nous permet d'imaginer, de penser, de rêver. C'est ça le boulot de l'analyste pour moi. C'est vraiment, au-delà de donner du sens, c'est donner une sorte d'envie d'exister finalement aux patients.
Et cette envie d'exister, parfois, il la perd, le patient. Perdu dans ce qu'on lui demande et en oubliant, finalement, ce qu'il se demande à lui-même. Bien sûr. Est-ce que dans cette période qu'on traverse avec le confinement et tout ça, est-ce que tu remarques, sans aller dans les détails, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent en tant que psy, ou des choses sur lesquelles tu aimerais alerter les gens, justement, comment on sort de l'isolement? Est-ce qu'il y a des astuces? Je trouve ça un peu toujours nul, le moment truc et astuce de la personne psy, mais est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire pour traverser ce moment et aussi peut-être envisager l'après? Je pense que déjà on vit un moment d'extrême gravité, d'extrême détresse pour bien des familles et qui sont touchées, frappées par cette maladie. Donc là c'est vraiment la question de la maladie et de la mort, et il s'agit d'en prendre conscience et de absolument pas le banaliser. Mais il y a aussi quelque chose de la solidarité à l'échelle mondiale, d'un vrai partage, d'un vrai sentiment d'être comme ça, de se défendre, et de devoir s'allier pour survivre. Je pense qu'il est question d'une espèce humaine comme ça qui se bat face à l'apparition d'une nouvelle bactérie. Il y a cette envie comme ça qui dépasse finalement les égos, qui dépasse les enjeux de pouvoir. Et donc ça, c'est sacré. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une leçon à retenir. Il y a vraiment quelque chose qui va nous humaniser encore plus et qui va peut-être nous donner une force insoupçonnée. Donc c'est à ce titre-là, je pense qu'on sortira du confinement plus fort si on a bien retenu cette leçon-là, et si on a été capable peut-être de grandir dans cette leçon de vie et dans cette lutte de la vie contre la mort, des forces de vie contre des forces de mort. Donc tu dirais, j'essaye de synthétiser, tu dirais à quelqu'un qui se sent un peu mal en ce moment de se focaliser sur tout ce qu'il y a de bien et tous les moments de partage qui sont créés internationalement et tout ça, de regarder ça et d'en être, quoi, d'en faire partie. Est-ce que ce serait ton conseil? Moi j'aime dire que je suis pas là à vouloir absolument sauver les gens. Je pense que je peux tout à fait entendre les gens qui sont du côté de la mort soudain, qui basculent, parce que la mort est douce, parce que la mort est une échappatoire, est une issue. Après tout, qui peut juger? Donc je ne suis pas là, je ne fais ni l'esthétique du suicide, mais ni son inquisition. C'est-à-dire que je ne suis pas là dans une position de juge. En revanche, ce que je peux dire, c'est que par moment, et ça je le sais de par mon métier, par moment on a l'impression de plus aimer la vie, on a l'impression d'être un peu à bout de souffle. Et puis quand on parle, quand on se met à créer, à imaginer, quand on rencontre des gens qui nous permettent de créer, d'imaginer, de penser à nous, et quand on fait les bonnes rencontres, quand on est dans son désir, eh bien on se rend compte qu'on tient beaucoup plus à la vie qu'on le croyait auparavant. Donc je pense que c'est ça que j'ai envie de dire, c'est ne pas baisser les bras dans cette période si particulière où parfois, eh bien on a le sentiment, parce que la déprime nous guette, que voilà, il y a une sorte de goût une fatigue, quoi, une fatigue d'être soi. Ouais, et puis il y a quand même, ce qu'on peut accorder, c'est qu'il y a quand même pour certaines personnes, moi j'ai la chance de ne pas être seul pendant ce confinement, mais il y a des gens qui sont réellement, physiquement en fait, seuls dans un espace qui est parfois restreint. Est-ce que, bon après il y a les conseils faciles de la lecture, regarder des films et tout ça, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aller mieux? Est-ce qu'il y a des choses réellement que tu peux conseiller, ou non, t'es pas magicien, quoi? Conseiller, c'est vrai, c'est un temps pour grandir en soi, c'est-à-dire se cultiver, par exemple, quand on a cette chance. Bien sûr, il y a des gens qui doivent travailler et qui se retrouvent aussi dans beaucoup d'impératifs pour manger, pour survivre. Mais quand on a cette chance, bien sûr qu'il s'agit de se cultiver, il s'agit d'être peut-être un peu plus attentif à l'autre qui vit avec nous, ou quand on est seul, être peut-être entamer une réflexion aussi
qu'on n'a pas l'habitude d'entamer quand on vit à 100 à l'heure, quoi, dans notre vie comme ça, où tout est urgent. Là, il y a peut-être quelque chose qui peut nous permettre de trouver une autre vitesse, quoi. Une autre vitesse en nous-mêmes. Hein. C'est peut-être ça qui est intéressant dans cette période. Prendre le temps de l'arrêt aussi. C'est ça, prendre le temps peut-être de se surprendre aussi. Voilà, on vit beaucoup avec nos réflexes, on est souvent très conditionné parce qu'on sait déjà faire, ce qu'on sait déjà être, on met un masque et puis l'autre, voilà, on est dans une sorte de systématisme, quoi. Là, ça change complètement parce qu'on s'y attendait absolument pas. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, voilà, créer autre chose dans cette chose nouvelle qui nous arrive. Est-ce que toi, on oublie, ça y est, on sort du confinement, on est dehors, on est libre, joyeux. Quelle est la chose artistique que tu vas avoir envie de mettre en œuvre très rapidement à la sortie ? Une pièce, un livre Moi j'ai mon livre sur l'amour qui devrait sortir, parce qu'évidemment tout est gelé pour le moment, mais a priori donc en octobre aux éditions En Volume, qui s'appelle Pousser l'amour dans les orties, avec Meta Chiteya, qui est un livre qui va questionner tout ce qui fait les schémas du couple classique. Meta Chiteya est polyamoureuse, bisexuelle, et elle va questionner ça, cette hétéronormativité, elle va questionner la question de la fidélité, comme ça, qui se pose difficilement dans les couples. Et moi, je vais apporter cette lumière psychanalytique, on va définir ensemble, essayer de définir les concepts fondamentaux de l'amour, de la fidélité, du couple, et d'y apporter peut-être quelque chose, voilà, pourquoi c'est si difficile aujourd'hui d'être en couple, pourquoi c'est toujours sous le sceau, toujours plus ou moins, sous le sceau de la souffrance, de la concession, du sacrifice, et pourquoi on ne peut pas l'entrevoir autrement, peut-être avec plus de liberté, de liberté intérieure, et questionner peut-être cette séparation entre le désir et l'amour, quelque chose qui ferait qu'on souffre moins dans nos attachements. Voilà, c'est ce livre, donc ça j'y tiens bien sûr, parce que ça va venir vite. Et puis cet été au Festival d'Avignon, alors je ne sais pas si ça va se tenir, mais en tout cas on y croit et le spectacle est en train de se monter. Lionel Damei et Alain Klingler, deux artistes que j'aime beaucoup, vont adapter mon livre Dalida sur le divan. La psychanalyse de la chanson populaire quelque part, puisque Dalida c'était la chanson populaire, c'était cet accent italien, c'était des chansons qu'on a tous en tête, mais c'était aussi la mélancolie, c'était aussi la solitude, le suicide, et peut-être quelque chose qui nous parle à tous quand finalement on questionne la féminité, quand on questionne l'amour, voilà. Donc il y a plein de choses qui arrivent, quoi. C'est pas vite. Surtout ces deux projets qui me tiennent beaucoup à cœur. Très bien. Est-ce que tu as normalement je fais un moment libre, mais je t'en ai pas parlé. Normalement j'en parle toujours. Je te le dis là tout de suite. Je fais un moment libre où la personne peut soit me raconter une anecdote, soit me lire un texte, soit méditer pendant 1 minute. On peut aussi ne rien se dire. Mais si tu as un truc, un moment où tu peux parler d'autre chose, peut-être d'initiatives que tu as vues qui t'ont fait plaisir, ou enfin je sais pas, mais c'est un moment libre, quoi. C'est le tien. Tu en fais ce que tu veux. Écoute, là comme ça, ce qui me vient, c'est plutôt une blague. C'est vrai, je te jure. Non, ce qui me vient, c'est une blague parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens orgueilleux, arrogants dans notre métier. Et sur les réseaux sociaux, je peux plus supporter. Donc d'ailleurs, je fais un appel. Si vous êtes arrogant, vaniteux, etc., surtout déFacebookez-moi parce que je ne peux plus supporter ces gens péremptoires qui ont un avis sur tout, qui sont dans cette sorte de les certitudes. Moi, je me questionne toujours sur tout, sur n'importe quoi. C'est très difficile pour moi d'avoir des certitudes dans tous les domaines de ma vie. Alors, je ne peux plus les supporter. Et donc, il y a une anecdote très intéressante. Un jour, on m'a raconté qu'un sociétaire de la Comédie Française, très très arrogant, était sur les tournages d'un film et toute l'équipe technique ne pouvait plus le blairer et ils ont décidé de lui confectionner une moustache en poil de cul.
Chacun a pris un poil de cul et a collé donc cette sorte de postiche, en fait, moustache, pour lui montrer en fait qu'il était ridicule, mais sans le lui dire. C'est ça ce qui est quand même extraordinaire. Et donc il a porté cette moustache, un poil de cul. Et donc l'anecdote d'une comédienne qui a tourné avec lui a dit que c'était le tournage le plus jouissif de sa carrière, parce que comment prendre pour un con quelqu'un qui justement est dans une telle certitude et dans une telle arrogance, voilà. Donc en fait c'est ça qui me vient à l'esprit, et si on pouvait avoir moins de vanité sur les réseaux sociaux, et peut-être après ce confinement, si les gens pouvaient peut-être être un peu plus humbles, et bien je pense qu'on pourrait vraiment y gagner. Est-ce que oui, mais merci, parce que j'ai ri et je ris pas beaucoup. Je suis assez dur dans le rire, donc voilà. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est vrai. Tu vois, je le vois, et moi je me dis qu'il y a un truc d'ego, quoi. Tu vois, quand tu vois dans les comédiens et les comédiennes, puis là pendant la période de confinement, alors ils écrivent tous des journaux de confinement qui sont extraordinaires. On vit tous la même chose, mais eux c'est extraordinaire, donc ils le partagent et tout ça. Bon, moi je regarde ça avec un peu beaucoup de, ça me fait rire, quoi. Vraiment, honnêtement, je me dis bon, il y a d'autres choses qui se passent qui sont peut-être plus intéressantes que ce que tu vis dans ton quotidien. C'est de l'introspection, certes, mais bon, voilà. Et je me dis comment on expliquerait ça en termes de, pour un psy, comment ce besoin d'être regardé, d'avoir raison, comment on explique ça? Ça vient d'où? C'est le problème de nos mères, en fait. Je pense que le problème vient de maman, parce que maman, souvent, a regardé l'enfant comme une sorte d'enfant grandiose. Quelqu'un qui a tous les talents, et l'enfant a jubilé dans le miroir, et on y a tous cru quelque part, dans le meilleur des cas. Parce que quand on a une maman justement qui nous a pas investi narcissiquement, c'est encore plus douloureux et ça fait encore plus de dégâts. Mais quand on a une maman qui nous a investi narcissiquement, ça fait aussi des dégâts. C'est-à-dire, c'est ça qui est terrible dans la vie, c'est que justement, parfois, il y a des gens qui n'ont pas compris, en fait. Ils jubilent dans le miroir. On jubile tous dans le miroir. On a tous jubilé quand on était bébé, quand on se regardait et quand on voyait comment on nous regardait. Comment notre maman nous regardait. Et je pense que ça s'appelle le narcissisme. Mais il y a des gens qui ne supportent pas l'autre, finalement. La vie de l'autre, qui ne supportent pas que l'autre puisse exister. Et c'est un problème universel parce que finalement on est tous scotchés plus ou moins à notre miroir. Et je pense qu'il faut beaucoup de travail sur soi pour comprendre qu'on peut jubiler, mais pour de rire, pour faire semblant. C'est-à-dire il y a un semblant à jouer là. C'est pas pour de vrai qu'on est le plus beau, c'est pas pour de vrai que on a envie de tuer l'autre. Et par moments, malheureusement, il y a un effet déformant du miroir et ça devient pour de vrai. Et dans les réseaux sociaux, on le voit souvent, ce miroir, mon beau miroir des réseaux sociaux, cette lumière bleue. Parfois, on s'y croirait, quoi. C'est-à-dire que il y a un déversoir de haine, comme si finalement ça pouvait se jouer là pour de bon. On perd toute forme de civisme, de précaution verbale, d'attention à l'autre. De manière comme ça aussi de ménager aussi les êtres, de respecter leur fragilité. Eh bien, malheureusement, on perd de vue et on est dans le miroir, exactement comme le bébé qui jubile, qui dit « c'est moi le plus beau, c'est moi le plus beau, c'est moi qui sais, c'est moi qui sais ». Et ça devient des grimaces. Ouais, on oublie qu'on est si peu de choses, quoi. Absolument, on oublie tout à fait. Le bébé, quand il se regarde dans le miroir, il oublie qu'il y a le reste du monde autour. Et c'est bien qu'il oublie, parce que c'est un tout petit bébé. Mais après, il faut grandir. Oui, on est le centre de notre monde, mais le monde est si vaste. C'est un peu ce concept-là, quoi, qu'il faut se rappeler. C'est ça, absolument. Et à un moment donné, de toute manière, quand on est le nombril du monde, ça finit toujours mal. Oui, c'est pas mal. Écoute, moi je pense qu'on a bien échangé, ça m'a fait plaisir de te rencontrer, puis on se reverra peut-être dans des conditions plus agréables et on échangera de vis-à-vis, quoi. C'est mieux. Je vais quand même faire comme si c'était un épisode normal et je vais te demander de définir en un mot, le premier qui te vient et on finira sur ça,
je cherche toujours la question de ce... Mais je vais trouver. En un mot, le chemin vers la joie en un mot. Oula! Le chemin vers la joie! Dis-moi, on se croirait aux jeunesses catholiques, là. Le chemin vers la joie. Voilà. Écoute, le chemin vers la joie... Un mot. Sagesse, bien sûr. Sagesse. Écoute, moi je pense qu'on se quitte sur ce mot magnifique, sagesse. Avec plaisir, Gauthier, pour se revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui, mais promis, on réouvre très vite nos bouches.